Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Je suis Claire Stride, consultante en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle, spécialisée sur les personnes extraordinaires que sont les personnes neuroatypiques et hypersensibles. J'ai commencé une vague d'interviews sur des personnes qui sont un petit peu bizarres, mais vraiment très très chouettes, et qui aujourd'hui l'affirment, l'affichent et se sentent bien. Et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Virginie Cotel. Virginie, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Bonjour Claire. Eh bien, moi, je suis coach atypique. Donc, effectivement, j'ai choisi de l'afficher clairement, tout simplement parce que je le vis bien aujourd'hui. Je suis coach depuis 2 ans suite à une reconversion professionnelle. Et donc, j'accompagne les personnes hypersensibles, multipotentielles ou au potentiel intellectuel à devenir leur priorité et créer la vie dont ils rêvent vraiment. Ça, c'est très chouette. Alors, maintenant que tu le fais pour les autres, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment ça s'est passé, comment ça s'est passé pour toi, pardon, cette découverte de ton atypicité, de ta différence et quel impact ça a eu sur ton parcours? Ouais, alors j'ai découvert mon atypicité assez tardivement et très très progressivement. Donc moi j'ai fait des études d'ingénieur. Je n'étais pas mauvaise en maths, alors du coup on m'a dit bah, fais une prépa, mais sauf que la prépa, la compétition c'était pas mon truc, donc bah, je me suis retrouvée en école d'ingénieur. Et je suis sortie d'école d'ingénieur en me disant, c'était chouette, j'ai adoré parce que j'ai appris des tonnes de choses, donc ça me nourrissait finalement intellectuellement. Mais je sentais bien qu'il manquait un truc, quoi. J'avais besoin que ça ait du sens. Mais donc j'ai essayé pendant 13 ans, je me suis un peu entêtée, on ne peut pas dire que je n'ai pas persévéré, à trouver voilà, un job dans l'informatique qui aurait du sens. Donc j'ai essayé petite entreprise, grand groupe, moyenne entreprise, public, privé, en interne, en consultante. Hein. C'est vraiment acharné. Tu connais ton sujet, quoi. Tu as regardé toutes les possibilités. C'est Ok. ça. Et à chaque fois, soit je trouvais que ça n'avait pas vraiment de sens de faire, par exemple, une appli pour les objets connectés. Voilà, bon, ça sert à quoi finalement? Comment ça contribue à un monde meilleur? Je ne trouvais pas. Et puis petit à petit, bon, j'ai fait un bon burn-out, vécu des harcèlements moraux en entreprise. Ce qui fait qu'un jour, j'ai quand même dû me dire, bon, là, j'y arrive pas toute seule, je vais frapper à la porte. J'ai commencé par frapper à la porte d'une diététicienne. C'était une cousine de mon mari et du coup, bah, voilà, avec elle, je me sentais en confiance, je sentais que je pouvais lui parler. Et donc, j'ai commencé un peu à ouvrir la porte et à dire bah, je n'arrive pas à perdre du poids. Pourtant, j'ai tout essayé là aussi. Et cette personne a commencé à me parler finalement de troubles du comportement alimentaire. Ok. Et puis, quand on parlait de comment ça se passait à la maison quand j'étais enfant, quand on parlait de nourriture, je me mettais à pleurer. Elle me dit, bon, je crois que ce serait bien que tu ailles voir une psy. Donc, je suis allée voir une psy et voilà. Et on a du coup creusé plein de choses sur mon enfance. J'étais complètement dans le déni. Pour moi, j'étais normale. J'avais eu une enfance merveilleuse. Mes parents étaient absolument parfaits. Voilà. Et pourtant, j'étais absolument malheureuse. Mais du coup, je culpabilisais parce que j'avais absolument tout pour être heureuse. J'avais un boulot qui me permettait de bien gagner ma vie, j'avais un amoureux, j'avais un toit au-dessus de ma tête, bon bref, sauf que j'étais malheureuse. Donc petit à petit, voilà, à force de parler avec ma diète et ma psy, on a parlé d'hypersensibilité. Alors je me suis reconnue, je me suis dit oui, bah oui, effectivement, bon, mais point barre. Euh, Plus tard, en entreprise, en discutant avec d'autres personnes, j'ai découvert le TEDx d'Emilie Vapnik sur la multipotentialité. Et il est génial celui-là. On remettra le lien en bas de la vidéo. Il est absolument à voir. Voilà, ça changera votre vie et vous sentirez heureux d'être multipotentiel. Merci de l'avoir cité. Ouais, celui-là, ça m'a fait
mais oui, c'est ça. Effectivement, il y a des gens qui sont experts, mais moi, j'ai pas du tout envie d'être expert dans quoi que ce soit. Ça m'ennuie dès que j'ai atteint un certain niveau de connaissance. Bon, voilà. Donc, ça a expliqué encore des choses, mais voilà. Et puis, un jour, donc j'étais dans une toute petite structure avec des gens hyper sympas, hyper bienveillants, faire un boulot qui me semblait à peu près utile, mais bon. Et je me disais, mais je suis dans les conditions les plus merveilleuses pour bosser. Et je m'ennuyais toujours. Et parmi les personnes qui étaient là, il y en a un qui m'envoie un article, l'article de Béatrice Ducas sur les adultes surdoués au travail. Et là, je l'ai lu. J'ai lu la boulimie d'apprentissage, la sensation de décalage, l'hypersensibilité, le syndrome de Cassandre, ce fameux syndrome de je sais exactement ce qui va se passer, mais personne ne veut comprendre ou ne comprend, enfin, voilà, personne ne voit ce que moi je vois et je me sens très seule. Ah, tout ça, plus je lisais l'article, plus j'avais les larmes aux yeux qui me montaient parce que j'avais beau avoir fait, je ne sais plus, 3 ou 4 ans de psychothérapie, 1 million de compétences, je me sentais toujours aussi perdue sur qu'est-ce que j'allais faire quand j'allais être grande. Et là, donc, ça parlait de l'advance. C'était la première fois pour moi que ça me parlait aussi clairement ce que c'était l'advance. J'ai lu tout ça et j'ai dit, c'est fou, ça me ressemble tellement, mais c'est pas possible, je ne suis pas assez intelligente. Ça a vraiment été ma première réaction. Donc voilà, donc pendant 2 mois, je me suis remué toute mon histoire à la lumière de cette information-là. Puis un jour, j'ai passé la porte d'un psy pour faire ce fameux bilan psychométrique et vérifier que je ne me faisais pas des films. En fait, c'était bien ça. Et de là, pour moi, ça a été le déclencheur. C'est-à-dire qu'il me manquait vraiment cette information. C'est comme si j'avais fait plein de choses avant et qu'il me manquait ça, comme une forme d'autorisation d'être qui je suis vraiment. Et j'ai à peu près tout transformé ensuite dans ma vie, puisque j'étais consultante vivant à Paris. Je suis devenue freelance. Ensuite, j'ai fait ma formation de coaching. J'ai déménagé à Toulouse. Et aujourd'hui, bon, j'ai quand même gardé mon mari et mes filles. Mais, Okay. Il y en a qui gardent. Bon, qui gardent les enfants quand même, mais qui ne gardent pas le mari. Mais oui, tu as fait tout ce changement de vie pour trouver voilà. plus de sens et t'affirmer là-dedans. Ouais. Ok. Merci. Très beau parcours en tout cas. Et en t'écoutant, je me dis, mais c'est tellement ce qu'on vit en fait. Et le moment où tu as l'info qui fait le lien avec tout le reste et tout prend sens. C'est ce que me disait Lucie Diaz aussi dans l'autre interview qu'on a faite où elle expliquait que ça lui a permis de relier, de relire tout ce qu'elle avait été et qui elle était en fait. Alors, du coup, je te pose la question, est-ce que tu as un moment fort de ta vie d'atypique à nous partager? Un truc où vraiment tu sais que tu as vécu ça de façon très forte parce que tu es différente. Ouais, je dirais c'est le premier séminaire de coaching. En fait, le coaching me titillait depuis 3 ans. Je sentais qu'il y avait un truc là-dedans moi, la compréhension, enfin voilà, tout passe par la compréhension chez le haut potentiel, mais la compréhension de l'humain, c'est quelque chose, c'était assez depuis longtemps, j'ai toujours eu envie de comprendre l'humain. Et donc, voilà, je me suis enfin autorisée à faire cette formation de coaching. Au début, j'y allais, mais vraiment en me disant, je ne sais pas du tout pourquoi je le fais. Ce n'est pas mon objectif de devenir coach, mais je sens que c'est sur mon chemin. Voilà, donc j'y vais. Et puis, effectivement, premier séminaire de coaching, on se retrouve dans une promo de 20 personnes qui s'intéressent au coaching. On parle de sujets autour de l'humain, on partage des choses profondes. Et là, waouh, je me suis sentie mais tellement bien pour la première fois, je crois, depuis longtemps. C'est-à-dire que vraiment, j'avais cette sensation d'avoir enfin de l'oxygène. Waouh. Moi, j'ai l'image du poisson qui change de bocal. Tu sais, tout d'un coup, j'avais changé de bocal et dans ce bocal-là, il y avait l'oxygène dont j'avais besoin. Et quand j'étais en entreprise, il y avait pourtant des gens charmants. J'ai bossé avec des gens chouettes avec qui je suis encore en contact. Hein.
Mais alors, toutes les conversations que moi, je trouvais palpitantes, elles étaient très rares. Donc, dès que j'en avais un peu, c'était ma bulle d'oxygène, mais c'était rare, quoi. Et là, tout d'un coup, c'était l'abondance de gens intéressants, l'abondance de sujets passionnants. Enfin, je pense que ces gens-là, je vais garder des liens avec eux encore très, très longtemps. Et voilà. Et je pense que voilà, je ne l'aurais pas vécu. Enfin, quand la formation coaching s'est terminée, d'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit, c'est grâce à vous, j'ai enfin trouvé mon bocal et j'ai fondu en larmes, bien sûr. Sinon, je ne serais pas hypersensible. Non, je ne serais pas hypersensible. Si tu m'as dit, ouais, bon, ils m'ont dit ça, puis c'est passé comme ça. Non, j'arrête l'interview tout de suite, tu vois. C'est super important ce que tu es en train de nous partager sur le fait voilà, d'avoir un environnement où tu te nourris des gens sans être obligé de changer qui tu es, de t'adapter, de se mettre à leur niveau, de faire semblant de comprendre et de rire à leurs blagues qui ne sont pas drôles en fait. Là, tu pouvais être juste toi et ça allait dans les deux sens. Et c'est ça qui est très important. J'ai de la chair de poule en t'en parlant. Ouais, tu vois, c'est beau l'hypersensibilité. Tu vois, hop, c'est tout hérissé ces petits trucs. Et parce que tu as trouvé ta place en fait. C'est ça. Tu as trouvé ta place, tu as trouvé des gens comme toi et du coup, voilà, tu pouvais être. Tu as dit tout à l'heure, voilà, m'autoriser et tout ça, tu pouvais être. Et ça, c'est super important. Waouh! Et alors, j'ajouterais même, tu vois, c'est un environnement et je suis bien avec ces personnes-là et elles sont loin d'être toutes haut potentiel et loin d'être toutes hypersensibles. Il y en a quand même un paquet d'hypersensibles et il y a quelques potentiels, mais comme quoi, c'est pas juste une question de neuroatypisme non plus. Tu peux être bien avec d'autres gens, mais à partir du moment où tu es au bon endroit, quoi. Exactement. Et ça, j'ai toujours entendu dire qu'à partir du moment où on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, en train de faire les bonnes choses, tout est fluide. Ouais. Et on n'a plus besoin de réfléchir en fait quelque chose, quelque part, à se dire comment je me tiens, comment est ma place, est-ce que je suis bien habillée, est-ce que machin, est-ce que je ne vais pas dire une connerie, tu vois cette pression qu'on se met au quotidien pour être accepté, elle est au-delà de notre logique d'atypicité ou pas. On est dans la neurodiversité, c'est-à-dire que chacun a sa place, chacun est unique et chacun peut être qui il est. Et ça, c'est magnifique, effectivement. Ouais. Alors, continuons à monter dans l'émotion. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, en tant que personne extraordinaire, de quoi tu es fière de toi? Je suis particulièrement fière d'être aujourd'hui à mon compte, Ouais, et tu vois, c'est pas peu rien, enfin, c'est pas rien ce mot de fierté parce que jusqu'à pas longtemps, j'étais fière de rien, même pas de mon diplôme d'ingénieur. Mon mari est ingénieur, bon, il a un doctorat aussi, mais lui, il est hyper fier de son diplôme d'ingénieur. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait ça parce que c'était le minimum, quoi. J'ai des parents médecins, donc mon père a fait bac plus 12. Bon, moi, bac plus 5, c'était que dalle. Et ben, coach, ça se fait en 9 mois de formation. Mais aujourd'hui, ce que je fais en accompagnant d'autres personnes comme moi qui se sentaient en décalage en entreprise, qui se sentaient pas bien dans leur vie et de leur permettre de déployer leurs ailes, mais j'en suis super fière, quoi. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde et je suis fière de pouvoir créer des choses autour de ça, d'en faire différentes formes. Et non seulement ça me plaît, je suis pleine de joie, pleine d'énergie vers ça, mais oui, il y a aussi un côté, je suis fière, presque je le revendique, quoi. Vas-y, mais écris-le et c'est ton moment et c'est ton espace. Et c'est un truc qu'on ne sait pas forcément beaucoup faire en tant qu'atypique et hypersensible, hein, se féliciter, dire qu'on est fier de qui on est, fier de la richesse de notre différence. Donc vas-y, c'est ton moment, c'est pour toi. Il y a la terre entière qui te regarde. Tu peux y aller, tu n'as pas la pression. Virginie, sois fière de toi parce que ça, c'est un beau chemin. C'est vraiment un très, très beau chemin dans la arrivée jusque-là et de justement inspirer les autres et les amener à pouvoir faire de même en fait. Ouais, et puis je crois que la différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis fière de moi-même par rapport à moi-même, tu vois, dans le sens où j'attends pas à ce que des gens me fassent waouh, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est génial. Non, c'est vraiment, je me sens juste. Ouais, quand tu disais c'est de la bonne chose au bon endroit avec les bonnes personnes, mais ouais, c'est cet alignement, juste ça me correspond et ça me remplit tellement que c'est aussi simple que ça, quoi. J'ai pas besoin d'aller chercher des lauriers ailleurs. Donc, tu as ta propre reconnaissance et c'est ce qui change tout, hein, on le sait très bien, dans l'estime de soi. C'est à partir du moment où on se donne notre propre reconnaissance que
Ben voilà quoi. Il n'y a besoin de rien d'autre. Ok, on peut nous acclamer, nous aduler. Bon, d'accord, si vous voulez, vous pouvez aussi. Ouais, voilà, c'est vraiment si ça vous fait plaisir. Et c'est surtout, voilà, ça n'aura jamais la même intensité parce que la reconnaissance de l'autre, elle est ponctuelle quelque part. Il faut que tu ailles la ressolliciter pour dire est-ce que je suis toujours formidable? Est-ce que tu me trouves toujours génial ou pas? Voilà, on en est dépendant. Tandis que notre propre reconnaissance, elle est en nous. Et si on ne la retrouve plus, ben, on est capable d'aller la réactiver. Et c'est là où c'est magique en fait. Si on n'est absolument plus dépendant de l'autre, mais on devient en connexion avec nous-mêmes sur cet alignement, comme tu disais, et se dire waouh, je suis moi, quoi. Avec tout ce qui fait que je suis magique, et tout ce qui fait que je suis à côté de la plaque, et tout ce qui fait que je suis différent, et tout ce qui fait que je suis formidable, je suis moi. Alors, dans ce process, ton vécu de personne atypique, qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Plein de choses. Prendre 13 ans pour se rendre compte que non, je ne suis pas soluble dans l'entreprise. Voilà, non, c'est pas mon bocal. J'ai tenté, en tout cas, j'ai pas trouvé l'environnement d'entreprise qui me correspondait. Et donc, pendant 13 ans, en souffrir quand même beaucoup. Surtout que j'étais complètement dans le déni. Donc, finalement, c'est mon corps qui a beaucoup parlé. Donc, voilà, j'ai développé quelques maladies sympathiques. Et puis, plus dernièrement, ce que je trouve plus difficile, c'est d'apprendre à gérer son niveau d'énergie avec ses hauts très hauts, très intenses, avec voilà, cet enthousiasme débordant qui fait que je pourrais bosser jusqu'à 3 heures du matin. Sauf que j'ai une famille, il faut se lever à 7 heures. Et ces chutes vertigineuses derrière, et de morale et d'énergie qui fait que tout d'un coup on est une lavette et que ça ne marchera jamais et qu'on a des doutes monstrueux. Et ça, comprendre déjà si c'est souhaitable d'aplanir ces grands hauts et ces grands bas, si c'est un fonctionnement qui est correct pour moi, et comment je peux faire ça, tu vois, ça c'est vraiment le truc difficile. Et tu vois, pendant bizarrement, la période de confinement, déconfinement était une période top parce que en termes d'énergie, j'ai jamais été aussi haute, j'ai délivré énormément de trucs. Et ça continuait, je n'étais jamais fatiguée, je me sentais hyper bien. Et là, c'est retombé. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai changé? Donc, voilà. Et donc, ce qui est difficile, c'est ça aussi, c'est cette analyse permanente de qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je ne fais pas, comment je pourrais faire mieux. Voilà. Des fois, je me fatigue. En fait, tu es un peu tout le temps sur ton dos. C'est super que tu parles de ce que moi j'appelle nos up and down, en fait, vraiment nos grands écarts émotionnels. La grande question, enfin, tu l'as posée, c'est qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'ai bien aimé? Est-ce que j'aplanis? Courage, tu trouves comment aplanir, mais quelque part, on sait que quand c'est plat, c'est fade. Et du coup, on ne se sent pas vivant. Tu vois, c'est tout le problème de cette intensité. Et voilà, donc de temps en temps, des petits trucs plats, ça va. De temps en temps, on a quand même besoin de nos piqûres d'adrénaline. C'est tout un process pour réussir à trouver l'équilibre dessus. Et ça se trouve, ça s'accepte. En tout cas, moi, je sais que je suis dans l'acceptation de ça. Quand ça part très très haut en mode « Wouhou, c'est formidable, il y a une licorne, c'est trop bien », j'accepte, j'accueille. J'évite de me regarder et de me juger parce que sinon je pourrais me trouver pathétique. Donc non, je ne me juge plus, surtout par rapport à ça. Voilà, non, ça c'est fini. Avant, c'était le cas. Avant, j'avais un regard très très dur sur moi par rapport à non, mais tu t'as craqué, ma pauvre fille, c'est pas possible. Redescends, fais moins de bruit, rigole moins, personne n'arrive, tu es la seule. Voilà. Ne montre pas trop ta joie, les gens n'aiment pas les gens heureux. Voilà, ça c'est un peu bizarre à comprendre. Aujourd'hui, non, je me fous la paix par rapport à tout ça, effectivement. Et quand j'ai envie je le vis. Et en étant en phase avec le fait de le vivre. Et quand c'est dans le down, eh ben c'est pareil. Et je sais que quelque chose qui m'aide aussi, bon, l'accepter et en parler. En parler, par contre, ça c'est un truc nouveau. J'en parle, mais de façon complètement détachée. C'est-à-dire que je suis dans un vrai pragmatisme analytique de l'émotion négative que je suis en train de vivre. Ça ne va pas. Tu dis, pardon? En étant dans un état de dissociation finalement. Oui, c'est ça, ouais. Un peu comme si j'étais en posture méta, tu vois, en train de m'analyser. Donc, factuellement, ça ne va pas bien. Factuellement, ça ne va pas bien. Je ressens ça. Factuellement, il s'est passé ça. Factuellement, voilà où je peux aller.
Et je sais que ça m'aide beaucoup à pas me laisser entraîner vers le bas. Mmh. Ça me permet de garder un certain contrôle peut-être illusoire, en tout cas dans ma réalité, ça fonctionne bien, pour me dire, OK, je vis mes ascenseurs émotionnels comme ça du mieux possible. Alors, moi, j'ai l'impression de ne pas lui avoir trop d'ascenseur émotionnel, d'avoir finalement pas avoir aplani, mais avoir pas mal stabilisé mes émotions parce que finalement, je pense que j'ai mis en pratique pas mal d'exercices que ma psy m'avait appris. Finalement, à écouter l'émotion quand elle vient et l'accepter. Hein, c'est vraiment une charge et une décharge, donc il ne faut pas avoir peur de quand ça monte parce qu'en fait, à un moment donné, ça va redescendre même naturellement. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps à trouver l'équilibre qui me permet de, quand je suis en haut, de rester quelque part assez haut, mais sans monter trop haut pour m'épuiser. Et donc ça, je sais que j'ai besoin de sport, j'ai besoin de créativité et j'ai beau avoir envie que d'une chose, c'est de bosser, 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 parce qu'en ce moment, c'est mon kiff, c'est vraiment de bosser sur mon entreprise de coaching. Ben, quelque part, il faut que je m'oblige, en tout cas que je fasse l'effort de me dire non, tu déconnectes là, tu vas faire un peu de couture, tu vas faire un petit peu de yoga. Et c'est ça, toi, pendant le confinement, c'était le rythme que j'avais. Et la difficulté, c'est que dès que je change de rythme, dès que voilà, c'est les vacances, il n'y a plus l'école, donc du coup, ça change de rythme. De faire attention à mettre en place ces, entre guillemets, garde-fous, en tout cas, c'est cet équilibre dont j'ai besoin. Et après, quand je suis dans le down, ouais, je sais que j'ai deux, trois astuces pour remonter, comme appeler des copines. Bon, elles sont coach, donc c'est vrai que ça aide. Dormir, parce que souvent, quand je suis dans le down, c'est parce que j'ai pas suffisamment dormi. Et savoir que ça va pas durer, que c'est un passage, quoi, c'est tout. Tout à fait. Super. Alors, est-ce que pour finir, tu aurais des conseils justement à donner aux personnes qui sont différentes et voilà, et qui, comme toi, sentent bien, et comme moi aussi à un moment, enfin, on a tous senti qu'à un moment, voilà, on était différents et on avait des choix à faire. Et aussi un conseil peut-être pour les parents qui ont des enfants différents et qui disent, oh mon Dieu, c'est des futurs adultes, comment on va faire pour qu'ils n'aient pas une vie pourrie? Voilà, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux gens pour qu'ils soient pleinement eux-mêmes en fait? Euh, Moi, je pense, bon, c'est des conseils qu'on entend souvent et après, il faut oser le vivre, quoi, parce que être soi-même, chercher à être soi-même, on a l'impression enfin voilà, moi je me souviens en entreprise, j'avais l'impression de faire que ça, d'essayer d'être moi-même, sauf que j'étais beaucoup en réaction, j'étais beaucoup dans la rébellion parce que finalement, je n'étais pas au bon endroit. Donc peut-être que en fait, le conseil fondamental, c'est d'oser créer l'environnement qui va nous correspondre. Moi, j'aime bien, par exemple, dans le livre d'Hélène Aron, elle donne cet exemple de vous êtes dehors, la nuit tombe, vous commencez à avoir froid, vous voyez les autres qui restent là à papoter, mais vous avez toujours froid. Donc vous vous demandez, est-ce que je dois aller chercher mon manteau à l'intérieur? Donc celui qui n'est pas à l'écoute de soi-même va se dire, bah non, ils n'ont pas l'air d'avoir froid, ça va passer. Puis le lendemain, qui est-ce qui aura la crève? Et quand on est une personne hypersensible qui s'écoute, ben c'est OK d'avoir besoin, nous, enfin moi, du manteau et que les autres n'en aient pas besoin. On n'est juste pas fait pareil. Donc ça va être d'oser en fait se lever, d'aller chercher son manteau. Voilà, c'est cette métaphore-là, mais appliquée dans sa vraie vie. Et ça peut se faire vraiment petit pas par petit pas, parce que moi, la première fois où j'ai osé être moi-même, c'était juste oser reconnaître que bosser 5 jours par semaine au même endroit chez le même client, c'était pas possible. Donc, du coup, assez naturellement, après, ça a été de demander à mon boss d'avoir 2 missions dans la même semaine pour ne pas m'ennuyer. Bon, là, il m'a proposé une rupture conventionnelle. Ce qui était une super nouvelle pour moi, tu vois. Ce qui était le début de... Oui, c'était au-delà de tes espérances quelque part. Mais, c'est marrant comment ça s'est entraîné. Mais oui, là, tu évoques l'ennui et ouais, ça fait partie aussi de nos, comment dire, de nos défis quotidiens, d'arriver à nourrir toutes nos envies d'apprentissage. Donc, oui, ça aussi, c'est une chose, un beau cadeau à se faire de s'écouter pour être tout le temps alimenté par ce qui nous fait du bien. Un petit conseil pour les parents. Les parents, enfin, voilà, ce sont des enfants qui ont plein de ressources.
ils sont magnifiques, ils sont aussi parfois très fatigants. Pour avoir quelques exemplaires à la maison. Je pense qu'il faut juste leur faire confiance. Il y a un côté, je pense que si on croit en eux, il y aura peut-être des difficultés, mais fondamentalement, si on ne lâche jamais sur le fait que oui, ils vont devenir des belles personnes et ils vont réussir dans leur vie, quel que soit ce qu'on met derrière le mot réussite, voilà, ils ont besoin de ça, en fait, ils ont besoin de soutien, ces enfants, et qu'on croit en eux. Donc, voilà, je dirais ça pour l'instant. Mais elles sont petites, mes filles, donc quand elles seront ados, on en reparle si tu veux. Ok, on refera d'ici là, on aura refait pas mal d'interviews et on verra ce qu'il en est. Merci beaucoup Virginie d'avoir partagé ta réalité, ta riche expérience, d'avoir mis des mots sur sur ce qu'on a à peu près tous vécu. Donc je pense que ça va, comme d'habitude, aider un maximum de personnes. Est-ce que tu veux me partager une dernière chose avant de terminer? Bah, écoute, j'ai été ravie de faire ça. Et effectivement, pour moi, ça me compte pour beaucoup de partager. Parce que moi, j'ai découvert la douance grâce à un article comme ça. Voilà, c'est très important. Je pense qu'on est peut-être peu nombreux au regard de la majorité des personnes qui ne sont pas forcément neuroatypiques. Et pourtant, on a tellement de belles choses à s'apporter les uns des autres. Donc, merci pour ton initiative que je trouve géniale. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. On se retrouve bientôt pour d'autres super rencontres. Vous trouverez les infos sur Virginie dans le descriptif. Abonnez-vous, regardez ce qu'elle fait et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pleinement Moi.